Bonsoir à toutes et à toutes. Merci d'être là en présentiel ou en visio. La séance de ce soir est consacrée donc à la Colombie, à l'initiative de la revue La Pensée. Dans son numéro de décembre dernier, notre revue s'est penchée sur deux expériences de transition démocratique, l'une au Brésil, l'autre en Colombie. Nous avons envisagé donc de consacrer ce dossier à cette transition démocratique parce que ce sont des événements qui sont très peu ou très mal évoqués dans les médias dominants. Or, nous avons estimé que c'était le rôle de notre revue d'approfondir nos connaissances sur ces thèmes très politiques et d'une actualité aiguë. Je salue d'ailleurs à mes côtés le directeur de La Pensée, Stéphane Bonnery. Donc, dans le contexte du monde actuel, comme je le disais, où les extrêmes droites s'enracinent, ces expériences de transition démocratique sont source d'enseignements utiles pour la plupart des pays. Nous avons aussi intérêt en Europe à regarder de près ce qui se passe sur d'autres. Et elles démontrent, ces expériences, que la montée de ces forces ultra n'est pas inexorable et qu'elles ne sont pas la seule alternative aux crises du néolibéralisme. Donc ce soir, nous nous intéressons plus particulièrement à la transition historique que vit la Colombie. Nous en parlons avec notre invité, Jaime Caicedo. Merci d'être là, Jaime. Nous t'avons en visio de Bogota. Je rappelle que tu es anthropologue, professeur émérite de l'Université de Bogota, que tu es secrétaire général du Parti communiste colombien et membre du conseil scientifique de la Fondation Gabriel Péry. Donc, dans notre revue, tu as écrit deux articles successifs. Je rappelle que vous pouvez retrouver ces articles en français dans notre revue papier et qu'ils sont disponibles sur Kern, également en espagnol. Ton premier article, Jaime, fait un point général sur l'ensemble des expériences latino-américaines qui s'opposent à l'impérialisme et tentent de développer des voies de transformation alternatives aux modèles néolibéraux. Ces expériences dans lesquelles s'intègre le processus colombien fait l'objet du second papier avec ses particularités nationales, bien sûr. Ce processus qui s'est organisé autour d'un projet de réforme substantielle propre à répondre aux aspirations des mouvements populaires dans toute leur diversité pour combler les inégalités et satisfaire les aspirations sociales. La victoire, effectivement, le 19 juin 2022 du candidat de la gauche, Gustavo Pedro, ancien guerrillero, et sa colistière Francia Marquez, militante des droits humains, est emblématique de cet engagement de transformation. L'arrivée de la gauche au pouvoir en Colombie représente une rupture historique dans un pays miné par la guerre civile, confronté depuis 60 ans à un conflit armé marqué par une féroce répression anticommuniste et des mouvements sociaux sous couvert d'opérations de lutte contre les trafics de drogue. Les travaux de la commission de la vérité mise en place en 2018 dans le cadre des accords signés avec les FARC en 2016, ce rapport a été publié en juin 2022 et révèle l'ampleur de cette répression. Je cite trois chiffres. Plus de 450 000 personnes ont été assassinées entre 1985 et 2018. Les militants de gauche, des militants sociaux communistes dirigeants de gauche principalement. La commission a recensé également plus de 120 000 disparus et plus de 17 millions de personnes ont été déplacées. Donc, on conçoit l'espoir qu'a suscité l'arrivée du gouvernement de gauche démocratiquement élu et porteur d'un ambitieux programme économique et social. Cette victoire a mis un terme à une gouvernance centenaire, conservatrice d'extrême droite,
Mais comme nous le verrons tout à l'heure, les défis et les obstacles sont immenses et multiples. La confrontation avec les forces réactionnaires soutenues par les États-Unis est souvent paralysante pour le pouvoir progressiste. Et justement, notre rencontre d'aujourd'hui se propose, dans un premier temps, de revenir sur les conditions de la victoire de la gauche, d'analyser les conjectures de crise qui ont poussé des larges couches de la société colombienne de revendiquer des changements structurels. Et depuis 2019, notamment les mobilisations populaires massives aux bases hétérogènes ont ouvert ces perspectives de changement. Donc, nous aborderons le tournant qu'a représenté dans ce processus l'accord de paix avec les FARC en 2016. Et il est important pour nous aussi de comprendre les interactions créées entre la signature du pacte historique de 2021 regroupant les partis de gauche et la dynamique de construction des mouvements sociaux. Comment les partis de gauche se sont mis en phase avec ces mouvements et leurs aspirations. Dans un second temps, je vous propose d'échanger sur les réalisations déjà mises en œuvre, comme la réforme fiscale par exemple, et nous ferons aussi le point avec Jaime sur les autres réformes sociales et aussi la réforme agraire. Donc, pour prendre la mesure aussi de l'avenir du projet démocratique, rappelons que de nouvelles élections ont lieu l'année prochaine. Donc, le temps est court. Et les positions des forces réactionnaires locales, régionales, états-uniennes sont féroces. Donc, beaucoup de questions sont à poser à Jaime. J'en ai beaucoup. Vous pourrez poser les vôtres par le chat ou en présentiel parce que nous réservons un temps d'échange avec Jaime. Donc, ma première question, Jaime, porte justement sur les facteurs économiques et le processus politique et social qui ont mené à la victoire de 2022. C'est-à-dire en quoi la théorie marxiste de la dépendance a permis de comprendre les conditions économiques qui ont contribué à l'émergence de nouvelles fractions de la population, dont des fractions de la bourgeoisie, et a conduit aussi à une situation explosive qui n'est pas sans contradiction. Voilà, Jaime, je te laisse la parole. Bon, bonjour et merci à vous de cette occasion de pouvoir parler aux amis, aux camarades et à la population en France qui nous écoute. Et vraiment, la situation colombienne, telle que tu l'as décrite, euh, montre la montée de forces démocratiques qui s'est produite au tournant du siècle, du XXe siècle au XXIe siècle, et aussi des, des situations spéciales qui se sont présentées, des singularités du point de vue historique et politique. Je parle, par exemple, de la croissance de la mobilisation sociale, ouvrière et populaire dans son ensemble, de la fin du XXe siècle au, au- au nouveau siècle. Puis nous avons également l'avancée qu'on a réussi à la recherche d'une solution politique et autour du problème de la paix dans le pays. Nous sommes sortis en quelque sorte d'une guerre civile qui n'a pas été reconnue comme telle par le système, qui est un peu camouflé sous les, les formes de la démocratie et de la démocratie représentative type américain. Et puis, l'accord final de paix de 2016 qui a montré une vraie volonté de part de la guérilla la plus forte, la plus importante de la Colombie et de l'Amérique latine en général, et les FARC-EP, qui a laissé les armes, n'a pas donné les armes à l'armée, mais les a laissées
aux mains des Nations Unies, et tout cela était à la vue de la société en son ensemble. Je pense que la montée populaire et l'avancée vers une paix issue d'un dialogue et d'une solution politique a créé une nouvelle situation dans mon pays, puisque a interrompu le cours d'une guerre de contre-insurgence et a montré les possibilités d'une ouverture démocratique dans le pays. Je vois que ça, c'est fondamental pour comprendre la situation de Colombie. Ce qui s'est passé au pays du cône sud, avec les dictatures militaires qui ont été succédées par des ouvertures démocratiques, dans le cas colombien, ça a été l'accord de paix, l'avancée vers une paix totale dans le pays, ce qui n'est pas facile, sans doute. Et puis, il y a une troisième question qui apparaît là, c'est l'union des forces démocratiques. La, la lutte pour unifier les luttes sociales et les luttes politiques, le rôle de la gauche, le rôle du Parti communiste, de Union patriotique, Union patriote qui a souffert les génocides très forts de la fin du XXe siècle en Colombie. Et cela a permis de créer le pacte historique qui, finalement, en 2022, a réussi à arriver à une partie du pouvoir politique et du pouvoir exécutif avec les limitations que tu as dit. Donc, c'est un processus long qui n'est pas surgi d'un coup et qui montre une persistance de, euh, des formes de résistance populaire diverses. Nous avons dénommé cela comme une combinaison des formes de la lutte, des luttes populaires qui vont depuis les luttes légales et les luttes sociales normales jusqu'à la lutte armée en Colombie a été le résultat de la répression de la violence et surtout de la politique de contre-insurgence menée par les États-Unis dans notre pays. Jaime, est-ce que tu as terminé là? Je vais te relancer justement sur, en fait, sur quelles sont les forces qui se sont rassemblées. Il y a 7 partis qui ont été signé le pacte historique, mais quelles ont été les forces qui se sont rassemblées dans la coalition et sur quelle base? Oui, il y a une base de programmes communs qui a été construit depuis, on a commencé à construire cela depuis 2018, mais déjà en 2021, en pleine pandémie, on a avancé. Et quelles sont les forces qui se sont rassemblées? Ce sont des forces principalement de la gauche et du mouvement social. Des mouvements sociaux, par exemple, de syndicalisme, des secteurs très importants des luttes des masses des paysans en Colombie, des luttes et des marches, euh, la parole en marche des Indiens du sud-ouest du pays. Maintenant, la Minga, la dite Minga, s'est convertie dans ce mouvement national des indigènes très fort. Et, euh, et tout cela s'est rassemblé autour d'un programme et autour du nom du camarade Petro, candidat à la présidence depuis 2010 pratiquement, et dans plusieurs essais de- de- d'avoir, d'arriver. Mais ce sont les forces qui se sont rassemblées. Nous avons pris distance des forces de partis dits traditionnels, du bipartisme colombien, libéral et conservateur, ancien, et puis de nouvelles forces de la droite qui se sont créées au cours des dernières 30 40 années. Donc, il y a une différenciation. La lutte en Colombie a montré clairement la vision d'une lutte de classe
et d'une lutte contre le vieux système oligarchique et sa forme de camouflage, je l'ai déjà dit, pour la démocratie représentative type américain qui a été imposée en Amérique latine depuis le mi-siècle, le mi-siècle 20. Donc, c'est une question très importante parce que c'est une espèce de rupture avec la tradition que les États-Unis considéraient comme inaltérable dans la région. Nous sommes dans la région du septentrionnel de l'Amérique du Sud, dans la confluence de l'Amérique centrale et des Caraïbes, des Andes, de l'Amazonie. Donc, nous sommes un pays clé dans la conformation géographique du continent et du point de vue géopolitique, donc très important pour la domination globale. Voilà, ce sont les forces qui se sont rassemblées. Petro, c'est important comme dirigeant, et, mais ce sont aussi les autres forces qui ont fait un grand effort de se rassembler, de s'unir, de vaincre les difficultés subjectives dans les gauches traditionnellement. Mais on a surmonté cela. Des centristes et des conservateurs ont aussi, dans un premier temps, se sont ralliés à Petro, mais aujourd'hui, il semble que les divisions soient plus grandes. Et qu'en est-il? Il y a d'un côté les gens qui se sont ralliés, et de l'autre, il y a les acteurs de l'impérialisme et de leurs alliés colombiens. Comment ont-ils réagi à la victoire populaire de 2022? En 2022, le pacte historique s'est élargi avec un front ample, comme un front large comme celui de Uruguay, qui a rassemblé même les secteurs du centre droite et le secteur de l'ancien président Santos, qui a joué un rôle dans la négociation de paix avec FARC, et, et d'autres secteurs de Verts qui ont une tradition très récente en Colombie, et, et autres secteurs qui sont, disons, sociodémocrates, qui se sont ralliés. La force fondamentale, disons, qui a poussé eh, la dynamique de ce processus-là, c'est l'unité de la gauche. C'est l'unité du Parti communiste, Union patriote, eh, Petro, et les forces qui étaient autour de lui, de l'ancien M19, qui était son mouvement originaire. Et, euh, et cela a eu la possibilité de unir dans la visée programmatique cet ensemble de forces. C'est ce qui se représente dans le pacte historique maintenant, mais le gouvernement a réuni une idée d'union nationale autour d'un programme de réforme, de changement. Oui, nous allons C'est là, l'aborder. Oui, oui. et c'est là où il y a eu les chocs et puis les gens qui se sont écartés du- de l'unité, disons, au sein du gouvernement. Déjà, comme un gouvernement en cours. Avant d'aborder justement la grande question des réformes, je voulais savoir comment les dernières élections régionales et municipales, ont vu des partis traditionnels remporter les grandes villes et la plupart des régions. Est-ce que ça conduit à un affaiblissement du gouvernement, créant de nouvelles conditions, d'un nouveau rapport de force? Et ensuite, la question aussi, en février, la démission
les dissensions sont apparues au sein du gouvernement, tu l'as abordé un peu tout à l'heure, et qu'est-ce que ça signifie la démission du gouvernement euh, en février? Bon, il n'est pas facile de comprendre peut-être parfois la subjectivité d'un dirigeant comme Petro, qui est, une personnalité très, très spéciale, mais très charismatique, qui a une portée vaste sur le secteur de la population qui sont en train de se mettre à la politique, à la lutte politique pour ses propres intérêts. Mais je pense que tu dois me répéter un peu la question là, sur la part que tu veux préciser. Je posais la question sur les résultats. La première question, c'était sur les résultats des élections. Est-ce que ça avait affaibli le gouvernement Petro? Il y a eu là une espèce de repli de la droite sur les régions, disons, du pays, dans les villes, à Medellín, à Cali même, à Barranquilla, enfin, Bucaramanga, même en Bogota. Et donc, ils ont réussi à- à battre, disons, les candidats du pacte historique. Cela également va également de côté des erreurs que nous avons commises. Oui. Il y a eu de fragilités dans la formation de groupes, de forces dans les régions. Une chose en Colombie, c'est le national, le pacte historique comme une question Mhm. nationale, un mouvement national. Mais dans chaque région, il y a des particularités très diverses qui ne facilitent s'il y a une, une attitude permanente de direction, de persuasion sur les forces qui là ne se tiennent en unité. Voilà. Donc, ça, ce manque d'unité dans les élections régionales ont permis que la droite reprenne les, les- les mairies, par exemple, à Bogotá, à Medellín, à Cali. Et cela n'a pas aidé en rien au gouvernement. Mais si vous cernez bien les problèmes, la situation est réversible. C'est-à-dire que vous pouvez les regagner aux prochaines élections. Oui, oui. C'est une bataille. Nous venons d'une guerre civile qui n'est pas tout à fait finie. C'est une Ouais. chose complexe. Voilà. Et les États-Unis sont là. Ils sont là. Ils ont Ils intérêt, sont des derrière. intérêts Enfin, stratégiques. il Donc, faut situer le contexte, oui, donc, international. nous n'avons, ce n'est pas une victoire. Je vois que euh, quand la revue La Pensée parle de victoire, oui, C'est, une c'est, victoire c'est une après parce victoire que et c'est une rupture historique sans être galvaudée. La Colombie, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé. Parce qu'on n'a peut-être justement pas suivi cette évolution des mouvements populaires suffisamment. On les connaissait pas, mais c'est quelque chose qui nous a remplis de joie. en Euh, plus, ce n'est pas une révolution, nous l'avons dit non, très c'est pas une clairement. révolution, c'est un processus de changement. Voilà. La question, on peut aborder maintenant la question des réformes, comme donc cette victoire, même si je mets un peu des guillemets, était quand même porteuse d'espoir avec des promesses de transformation sociale. Les réformes, la réforme du travail, des retraites, de la santé, la réforme agraire, la réforme de l'armée, des projets sur la protection de l'environnement et surtout la construction d'une paix totale, mais on le verra peut-être tout à l'heure.
Voilà, quelles en sont aujourd'hui les réalisations? La réforme fiscale a été votée très rapidement et quels sont les obstacles à ces principales réformes? Bon, je présume que l'extrême droite, la droite est là, le gouvernement n'a pas la majorité au Parlement et ça, c'est un blocage. Donc, Il y a beaucoup d'obstacles dont il faut tenir compte. Par exemple, la structure même de l'État colombien qui était transformée dans les derniers 30 ou 40 ans sous la forme néolibérale, voilà, renforcée d'une question de contrôle social sous le prétexte de la guerre contre-insurrectionnelle. Et donc, élargissant la répression contre la gauche, contre les communistes, comme une partie de la euh, supposée défense du pays face au terrorisme. Et encore, la, 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 la situation non plus des forces qui composent le pacte historique, mais les hautes cours du pays, la cour dite constitutionnelle qui fait le contrôle euh, constitutionnel sur des mesures, ou le Conseil d'État qui fait un contrôle administratif des mesures qui prend le pouvoir exécutif, que met en cours le président de la République. Par exemple, le pacte historique a perdu presque 8 de ses parlementaires parce que le Conseil d'État a utilisé des recours juridiques pour renverser ses, ses places au Parlement. Et le Conseil d'État a renversé des décrets très importants pour atteindre pour, les situations critiques dans la Guajira. C'est un département du tout le nord de la Colombie, où il y a les enfants qui meurent de faim et sans assistance médicale. Et, mais la Cour constitutionnelle a renversé une partie très importante de la réforme fiscale, qui est une réforme progressive. euh, pour la première fois dans beaucoup de temps en Colombie, qui permettait et mettait et obligeait aux transnationales, aux compagnies transnationales, euh, dans l'obligation de payer des impôts et ne pas les déduire des royalties qui sont choses différentes. Euh, Et donc, cela a diminué la capacité fiscale du gouvernement pour atteindre les questions sociales les plus importantes. Donc, nous avons trouvé ces difficultés. Non pas seulement dans la droite qui s'est a, s'est réunie autour de la position, une opposition aveugle, une opposition à toute réforme, et ce qui nous a amené à lutter dans les rues pour défendre des questions fondamentales. Et je vais dire deux qui sont les plus importantes. D'une part, celles qui ont à voir avec la sécurité sociale en général, la réforme à la santé et les retraites, qui a été la retraite, la réforme des retraites a été effectivement acquise, mais le Conseil, la Corte constitutionnelle, la Cour constitutionnelle est en train de faire la révision constitutionnelle, le contrôle. Et il est possible qu'ils puissent même la renverser. Nous sommes en train de lutter pour ça. Il faut aller à la rue pour défendre ces
les réformes qui ont pu être réalisées. Et puis, il y a la réforme du travail, la réforme laborale, qui est une réforme fondamentale. Même, je peux dire qu'en ce moment, c'est celle qui, dans la mobilisation sociale, dans les manifestations du 18 mars récent, tout récent, et la manifestation du 1er mai dans tout le pays, a appuyé l'initiative du président de la République d'une consultation populaire. Et cette consultation populaire, c'est le point de définition en ce moment de la lutte euh, pour arriver à avancer au moins dans ces réformes, surtout la réforme du travail, la réforme laborale, comme on dit là, qui est fondamentale et dans le cadre de cette consultation populaire. Il y a une seconde qui est la réforme agraire. Ah La ouais. réforme agraire est l'essence de la lutte paysanne et des Indiens, des Afro-Colombiens depuis 2 siècles. Donc, l'avancée, il y a une ministre communiste en face du ministère de l'Agriculture qui est en train de mener cette réforme. Nous avons eu des avancées très importantes en matière de redistribution de la terre pour chercher à réduire l'abandon de la terre parce que la concentration de la terre déplace les paysans, déplace les travailleurs, les fait aller de manière forcée aux villes. Donc, la réforme agraire est en train de regrouper les paysans et d'aider à créer de nouvelles formes de production, telles les dites zones de réserve paysanne, qui ont été créées depuis la fin du siècle dernier comme résultat des luttes de paysannes et qui maintenant constitue une des parties les plus importantes parce qu'il ne s'agit pas seulement de euh, partager les terres, de distribuer des terres, mais d'organiser la paysannerie et le secteur rural qui travaille à l'agriculture, à l'élevage dans des organisations qui puissent résister. Nous croyons même que la réforme agraire a un caractère géopolitique dans la création d'une structure économique, d'un marché intérieur suffisamment soutenable du point de vue économique, mais aussi des relations sociales et surtout pour avancer dans la lutte pour la paix qui, dans les régions, est en conditions très, très difficiles, disons, de l'effet des difficultés qui a eu la politique de la paix totale qui a proposé Petro. Voilà, c'est un peu le panorama que je peux montrer à ce sujet de réforme. D'accord. Justement, je voulais te relancer sur c'est la question justement de la paix totale. On a vu 2016 les accords avec les FARC, qui est un facteur, comme tu l'as rappelé, essentiel dans le processus de victoire de la gauche. Où en est-on aujourd'hui? Il y a eu récemment, le gouvernement a reconnu que cette politique n'avait pas donné de très bons résultats. Il y a des avancées, mais apparemment, est-ce que ça va quand même dans le bon sens? Où en est-on aujourd'hui des négociations avec les différents groupes armés? Et est-ce que le gouvernement revoit à la baisse ses exigences de paix totale? Et vous, quelle est la position justement des communistes sur ces questions-là? Nous avons deux questions sur la paix. Tout d'abord, ce on a appelé l'accord final de paix, c'est celui s'est signé en 2016 avec FARC, euh, d'abord à La Havane, puis à Bogota, et qui a été également
soumis à un plébiscite en Colombie. Un plébiscite où la position non à la paix a gagné, disons, pour quelques voix. Ce n'est pas une défaite face à l'accord de paix, mais cela a été quelque chose d'étrange, surtout pour les amis dans l'extérieur qui ne voyaient clairement ce qu'il y avait derrière de ces voix au plébiscite de 2016. Mais quand même, la paix accordée à la Havane, avec l'appui des Nations Unies, du Conseil de gouvernement suisse et de pays qui accompagnent ce processus, euh, a été créée, a produit des changements dans les institutions. C'est intégré au bloc de constitutionnalité du pays maintenant. Euh, mais le gouvernement qui a suivi euh, après l'accord de paix en 2018 de M. Duque a été un gouvernement qui s'est mis comme orientation détruire l'accord de paix. Donc, il y a eu une espèce de régression contre la paix et contre son implémentation du point de vue pratique et dans les régions, et plus particulièrement l'abandon des accords de la part de l'État. Cela, Petro, le gouvernement maintenant, a essayé de retrouver un peu le chemin dans l'application des accords, mais cela n'a pas été suffisamment conséquent du point de vue de la réalisation pratique. Et cela a permis que des secteurs qui sont restés, disons, comme résiduels de la lutte armée ont été, dans une certaine partie, transformés dans des organisations proches du trafic de la drogue, etc. Et dans le cas du ELN, qui est une organisation révolutionnaire très ancienne, il y a une attitude de méfiance face au gouvernement de Petro. Et s'ils sont acceptés de première une conversation, un dialogue, euh, cherchant à avancer vers une issue politique et un accord de paix. Et ils se sont retournés depuis 2 ans, pratiquement, après un congrès qu'ils ont eu du ELN, qui a décidé de continuer dans sa lutte, de, de chercher à des négociations avec un futur gouvernement qu'on ne sait pas qui sera. Donc, il y a eu là, disons, une régression de ce point de vue. Mais également, il y a eu une difficulté très forte pour le gouvernement de pouvoir continuer sa politique de dialogue avec chacun des secteurs qui n'ont pas retourné. Et puis, il a même essayé de dialoguer avec des secteurs de paramilitaires, des paramilitaires qui sont liés dans 2 situations diverses. Une partie des paramilitaires sont des trafiquants de la drogue qui fonctionnent comme tels. Et l'autre part, ce sont des dites autodéfense créées par l'armée colombienne, créées par les gros propriétaires fonciers, disons, qui ont été, en une certaine partie, euh, promu par la politique d'intervention des États-Unis. Le paramilitarisme en Colombie est une des questions les plus difficiles à résoudre, puisque même aujourd'hui, il y a des paramilitaires qui sont devenus des mercenaires internationaux. Dans le cas de l'assassinat, par exemple, du président d'Haïti, qui a été tué dans sa résidence par des paramilitaires colombiens contactés par
les agences de sécurité de Miami aux États-Unis et l'assassinat d'un candidat de la droite en Équateur il y a 2 ans, à la veille des élections, des antérieures élections en Équateur, et qui a été une provocation absolue, qui a permis à M. Novoa, dans une première opportunité, d'arriver au gouvernement de l'Équateur. Donc, c'est une question complexe parce que cela a à voir avec les changements dans les forces armées. Nous croyons il doit y avoir une politique de sécurité liée à la paix, liée à la création d'une nouvelle situation de démocratie. Nous avons dénommé cela une paix démocratique. Et donc, et cela implique des changements qui n'ont pas été entamés jusqu'à présent dans la doctrine des forces armées, encore inspirée de la doctrine américaine de la dite sécurité nationale de l'ennemi intérieur. Voilà. Bah, on va peut-être là, il y a un acteur dont on n'a pas encore parlé, qui est un acteur de taille, ce sont les États-Unis et le poids, le rôle des États-Unis dans l'histoire colombienne, que ce soit, comme tu l'as dit, dans la répression avec des groupes insurrectionnels. Aujourd'hui, la Colombie est positionnée comme un allié solide des États-Unis. En fait, elle a adhéré, elle est partenaire de l'OTAN et le rôle donc que fait jouer les États-Unis à la Colombie dans la région, comme tu l'as rappelé, avec les assassinats par des paramilitaires. Voilà. Donc, quelle est aujourd'hui, dans ces conditions nouvelles, et puis avec l'arrivée de Trump 2 au pouvoir, euh, quels peuvent être les rapports entre le gouvernement de gauche et les États-Unis. Bon, le mandat s'est ouvert d'abord sur l'expulsion de citoyens colombiens des États-Unis. L'extrême droite américaine appelle à cesser les aides à la Colombie. Et donc, plusieurs questions se posent. Est-ce que la marge de manœuvre de Petro est très étroite, mais que compte-t-il faire par rapport, qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à cet encombrant voisin? Ouais. Oui, les États-Unis, et même le gouvernement de M. Biden, a traité avec une certaine prudence, disons, les relations avec la Colombie. Les États-Unis ont sur la Colombie une idée de, d'être une espèce une partie du territoire américain et de la région géopolitique qui est la Colombie, de laquelle elle fait partie. Rappelons que le Panama était un département de la Colombie qui a été séparé à la fin du siècle dernier, à la fin du siècle XIX. Donc, les États-Unis a toujours considéré le territoire de la Colombie comme un espace stratégique du point de vue de sa vision militaire, disons, et de contrôle sur le continent des Américains dans son ensemble. De là, l'adhésion à l'OTAN que s'est produite au moment même de la discussion sur l'accord de paix, au moment où se discutait sur la paix en Colombie, à l'intérieur, et le Parlement colombien a approuvé la, la- l'incorporation de la Colombie comme associé euh, externe à l'OTAN. Et puis, l'arrivée de Trump nous montre, disons, une espèce de retour au vieux concept
de Monroe, du président Monroe, ce qu'on appelait en Colombie le monroïsme, qui est, disons, l'idée des Amériques pour les Américains, comme ils se nomment eux-mêmes, et même dans l'idée de renommer des régions de, du Mexique, etc. Mais la question, c'est, la marge est étroite? Oui, c'est une marge très étroite de Petro. Petro a essayé de sortir plus loin. Maintenant, comme président de CELAC, est en train de visiter la Chine, ce qui est un pas en avant pour se délier de cette espèce de dépendance face aux États-Unis dans la conjoncture actuelle. Et je crois que c'est très important du point de vue géopolitique et du point de vue international, mais la position est aussi est une position qui fait des concessions aux États-Unis. Au commandement sud, par exemple. Avec le commandement sud, il y a une espèce de vigilance euh, qui comporte l'utilisation l'île de Gorgone, la Gorgone qui est sur la Pacifique, qui est une île qui est un parc national écologique sur la Pacifique, où il est en train d'être construite une base navale de relais des États-Unis. Cela, il faut le comprendre également avec l'achat qui a fait Trump d'une des îles Galapagos, l'île de San Cristobal, pour monter là-bas aussi une espèce de base. Tout cela dans la vue de l'affrontement avec la Chine. Les États-Unis est en train d'engager des pays qui avons une vue sur le Pacifique avec sa politique militaire contre la Chine et surtout la création tout récente de cette espèce d'OTAN de l'Extrême-Orient, dite AUKUS, qui est une forme de militarisation et qui veut engager également les pays de l'Amérique du Sud. Mais il faut dire également que sur la question écologique, Petro a proposé il y a 2 ans à une réunion dans l'Amazonie du pacte amazonique l'idée d'une espèce d'OTAN amazonique. Vous comprendrez, cela n'a pas eu aucune acceptation de la part des pays d'Amérique du Sud. Il y a eu également comme une espèce de distance entre Petro et Lula dans certaines questions, même sur l'acceptation de Venezuela au BRICS. Il y a une espèce de convergence Petro-Lula pour ne pas faciliter cela, mais c'est plutôt le Brésil, c'est plutôt Lula qui a insisté sur cela parce que le Brésil a une vision propre sur le BRICS, a une vision propre sur le rôle, sur le leadership en Amérique latine, Amérique du Sud, et dans le rassemblement BRICS de l'actualité. Donc la marge de Petro est étroite. Il n'a pas beaucoup de possibilités. Même les États-Unis et Trump veulent retourner à la, à la, à la, euh, l'utilisation des chimiques pour l'éradication de plantes de coca, ce qui est une question qui a été euh, refoulée par l'accord final de paix entre le gouvernement colombien, l'État colombien et FARC-EP. Ça fait partie des accords de paix, donc retourner à l'aspersion euh, chimique sur les cultures de coca n'est pas quelque chose acceptable en ce moment. Donc, vous voyez, c'est pas facile, mais c'est une lutte. Mais comme dans la situation, dans l'intérieur et dans les réformes, nous sommes en une lutte très permanente qui va se décider en partie peut-être l'année prochaine.
dans les élections. Voilà la question forte on est en train d'élucider en ce moment. Oui, ça on a bien compris. On est véritablement dans une lutte et comme le dit Petro, on ne gagnera pas si on n'a pas une mobilisation populaire. Il l'a répété à plusieurs reprises et voilà. Donc merci pour toutes ces informations. On va continuer les échanges. Me rejoint pour aussi te poser un certain nombre de questions et d'échanger. Je laisserai aussi la parole aux autres présents et des questions sur le chat. Vincent Boulet, qui est responsable des relations internationales au Parti communiste français, et Daniel Serrera, conseiller au comité scientifique de la Fondation, qui connaît bien la Fondation. Donc, Stéphane, je l'ai déjà présenté. Donc voilà, tous nos amis ont des questions autres à te poser et je vais leur laisser la parole. Moi, je veux bien commencer, ou tu veux? Non. Bon, déjà, merci Jaime pour ton analyse dans la revue et puis pour ton français toujours aussi excellent. Donc là, on vient de parler des États-Unis. L'arrivée de Trump dans sa deuxième version, est-ce que ça change des choses par rapport au mandat du président américain précédent? Est-ce que vous voyez des changements ou c'est la continuité? Non, il y a des changements, mais surtout du langage. Et des questions posées qui puis sont renversées parce que cela n'a pas de logique dans la situation actuelle. Non, nous avons des préoccupations sur l'occupation de la part de l'armée des États-Unis des anciennes bases militaires au Panama. Cela est une question c'est une très mauvaise question pour nous du point de vue géopolitique, du point de vue de l'approche de Panama. Et puis, la question face à Venezuela, non? Et même face à la exigence vénézuélienne la question là, des Guyanes, le territoire que Venezuela réclame de Guyane. Parce que les États-Unis ont des intérêts très, très, très forts sur les ressources minières de cette région de Guyane. Et puis, du reste, c'est la menace sur l'intervention euh, et, et, le, et le rassemblement des droites dans les nouvelles conditions de s'attaquer aux élections dans le pays, intervention à travers des élections et de la propagande de la fameuse, de ce qu'on connaît maintenant comme une espèce de capitalisme technologique qui, qui est en train de se mettre comme la forme de domination. Voilà. Daniel? Oui, merci. Bon, euh, là aussi, félicitations à toi. Peut-être, d'abord, je ferai une remarque, c'est que sur l'utilisation du mot transition, je trouve que c'est tout à fait intéressant en t'écoutant de voir qu'une transition, c'est pas quelque chose de linéaire. Alors tout le monde le sait. Mais quand on est confronté au réel, à ce moment-là, tu le dis d'ailleurs à un moment donné, tu dis c'est un moment de rupture, de cheminement, tu dis Méta. les mouvements, les bifurcations et les changements, il parle même de méta-changement. Et c'est très intéressant parce que on a là concrètement la conjonction d'un certain nombre d'éléments qui ont permis des avancées et en même temps d'autres éléments des contre-éléments et qui font qu'en permanence il y a des tensions. Ça, je pense que c'est tout à fait passionnant. Et l'autre élément tout à fait passionnant, parce qu'il y a une originalité colombienne là, mais ça peut-être nous amène à élargir après, c'est la centralité de la question de l'accord de paix. Dans le fond, l'accord de paix, il a touché pour nous à l'extérieur, essentiellement dans la question du traitement de la guérilla et du fait que la guérilla re-rentrait dans un processus politique, alors que on voit bien que ça a articulé la question sociale fondamentalement et que la bataille qu'il y a eu et qu'il y a encore d'une certaine manière dans la mise en œuvre du plan de paix a touché à la fois sans doute au statut de ce qu'étaient les militaires ou les guérilleros, etc. Bon, c'est sans doute des choses qui se sont aussi réglées en marchant, mais qui ont touché aux réformes qui étaient impliquées à la fois dans les luttes qu'il y avait du côté des paysans ou les luttes traditionnelles, enfin les luttes qu'il y avait depuis un moment,
et les contenus eux-mêmes de l'accord. Ça, je pense que c'est tout à fait passionnant de voir, parce que une des questions qu'il y a, c'est que comme c'est une lutte avec une extrême tension et des rapports de force qui sont très importants en France, est-ce qu'il y a des choses qui sont irréversibles en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des choses, des avancées sur lesquelles il sera très difficile de revenir, même avec la droite ou même avec l'impérialisme? Et puis j'aurai une autre question après, mais On y je reviendra. vous laisse après. Voilà. Non, c'est pas une question. Voilà. Je m'arrête là, bien sûr. Est-ce qu'il y a des choses qui sont tout irréversibles? C'est- c'est- L'auteur veut dire. ouais, il y a quelque chose de très important que ce qu'a dit Daniel. C'est là, qu'est-ce qu'il y a de irréversible dans la situation? Je crois que c'est la subjectivité des masses. C'est pourquoi, dans le graphique que je proposais de voir, vous voyez une ligne ascendante des, des voix de la gauche dans un système électoral absolument contrôlé, disons, de, de la droite, des fraudes, enfin, et qui progresse d'une façon presque systématique au cours du dernier quart de siècle. Nous avons élargi un peu. Ici, il y a des détails un peu de qui sont les candidats de la gauche qui, au moment déterminé, ont, représenté ce rassemblement qui a la forme politique, parce que la forme de lutte électorale en Colombie a été devenue une espèce de forme de lutte qui s'est unie à l'idée de transformer la société, de transformer la réalité. L'unité du peuple, nous la voyons seulement pour conquérir des places dans le Congrès, dans le Parlement. C'est dans l'idée de donner le pas vers le pouvoir du gouvernement et pour essayer de soutenir une forme de pouvoir populaire qu'il faut construire encore. Nous profitons de ce moment de liberté, disons, pour approfondir la création d'un pouvoir d'en bas, d'un pouvoir populaire, de la création de base du pacte historique et du rassemblement plus large qu'on puisse construire, mais sur la base de la qualification des consciences et du projet stratégique d'un changement dans notre pays pour arriver à une démocratie réelle, pas cette fiction de démocratie, cette fausse démocratie qui était jusqu'à présent la démocratie dite représentative qui a camouflé le génocide anticommuniste dans cette partie d'Amérique latine. Et il s'est présenté comme quelque chose de normal, et même avec le silence de la communauté internationale, il faut le dire, il faut bien le dire. Donc, mais et cette conscience qui est en train de se créer dans notre pays, dans des majorités en croissance, surtout dans la jeunesse, les jeunes de première ligne de la grève générale de 2021 en Colombie, c'est quelque chose de très important à suivre comme phénomène que- que- qu'il faut savoir conduire. Il y a une question de la conduction révolutionnaire. Parlons clairement de la conduction révolutionnaire dans la perspective de changement avec des menaces, comme on l'a dit la camarade Barry, et des menaces qui sont de tous côtés, même de l'impérialisme. Nous ne négligeons les mots de M. Trump, ni les menaces qu'il lance sur la situation dans nos pays, particulièrement en Colombie. Donc, voilà, c'est ce que je crois qui est le plus important du point de vue de la situation, parce que c'est la seule garantie que nous pouvons avoir au présent et à futur d'approfondir les changements, l'anti-impérialisme, aussi la démocratisation et aussi l'idée du socialisme. L'idée du socialisme dans les conditions d'Amérique latine et dans les conditions de la Colombie et de la région que je dénommais
nord-occidentale de l'Amérique du Sud, dans les connexions Pacifique, Caraïbes, Amérique centrale, Amazonie, Andes. Merci, Jaime. Et maintenant, Vincent voulait te poser aussi quelques questions. Oui, bonjour, bonjour Jaime et félicitations pour ton article. Et voilà, à travers ma voix, le Parti communiste français adresse toutes ses salutations fraternelles à nos camarades de Colombie. Et je pense que l'article que tu as écrit dans La Pensée et la soirée organisée par la Fondation, que je remercie également, est importante dans le dialogue que nous pouvons avoir entre nos deux organisations. Et je voulais rebondir à partir de la question posée par Daniel. Euh, sur la notion de transition vue non pas comme des étapes, mais comme un processus avec aussi des contradictions et qui est quelque chose, un phénomène dynamique et pour lequel aussi il est nécessaire de réfléchir sur les outils politiques, sur la construction d'outils politiques en lien avec les mobilisations, les luttes sociales et toutes leurs contradictions. Et je voulais te poser la question, Jaime, comment tu vois dans ce contexte-là l'apport ou le rôle particulier du Parti communiste à l'intérieur du pacte historique? Le Parti communiste a tenu un congrès il n'y a pas tellement longtemps. Je pense que cette question-là a aussi été évoquée. Comment vois-tu quel rôle, quel apport les communistes et le Parti communiste apportent à ce processus-là? Bon, le Parti communiste vient des derniers euh, 50 ans dans la lutte pour un changement démocratique dans le pays. Le Parti communiste a eu un rôle très important, surtout à la lutte pour une issue politique de la guerre civile, pour la dénommer comme on doit dénommer, et pour essayer que les accords de paix qui puissent en sortir deviennent dans la démocratisation de la société et de l'accès de masse populaire, de sous classe ouvrière, des paysans à l'intervention de ces masses populaires dans la direction du pays, de transformer ces masses en les sujets de nouveaux pouvoirs démocratiques. Et donc, c'est un peu notre tradition de lutter pour l'unité la plus large, mais aussi la plus engagée d'un point de vue programmatique pour avancer un peu comme les camarades chinois qui pensent Une longue durée. du siècle. Bon, nous espérons que cela ne se passera aussi longtemps. Mais il faut avancer. Il faut avancer avec des pas sûrs sur la question de la formation politique, du rôle des jeunes, par exemple. C'est très important le rôle des jeunes, parce que c'est le nouveau prolétariat. C'est un prolétariat qu'il faut analyser un peu de plus près dans les conditions colombiennes. C'est peut-être à la différence d'autres régions du monde, mais dans nos conditions, ça a été un jeune prolétariat, par exemple, qui a 3 ans s'est lancé dans les rues à combattre avec l'armée, dans les premières lignes et dans la grève nationale qui a paralysé le pays. En 2021, le mouvement populaire, les luttes de la révolte populaire a paralysé le pays, a montré la nécessité d'un changement. Et quand vous me demandez quel est le rapport entre les luttes sociales de la protestation en Colombie et le pacte historique, le gouvernement démocratique, il n'y a pas un lien mécanique, mais
c'est un facteur un peu d'avant-garde qui a joué la politique d'unité et la possibilité de jouer même dans le lit, pas seulement dans les rues, pas seulement dans dans les routes, dans les campagnes, mais également dans le vote, l'unité, qui a permis de rassembler et a permis d'avancer jusqu'à avoir une première ressource au pouvoir de l'État dans l'expérience de Petro. Voilà. Oui, il y a une question. Ouais, j'ai ouvert. Bien. On peut, si vous interrogez la Question à personne, distance, la hein. question distance. T'arrives à lire? Au-delà de la CELAC, avec l'Amérique du Nord, quel écho du dernier résultat électoral au Canada après la victoire de Claudia Sheinbaum au Mexique? Donc, je ne comprends pas Ouais, trop je le sais sens pas, de- peut-être que. Vous avez une Moi, je voudrais rebondir si je n'ai pas Vas-y. d'autres questions sur justement ce que dit sur la création d'un pouvoir d'en bas, d'un mouvement populaire d'en bas. Parce que j'ai particulièrement aussi apprécié ce que tu as écrit dans l'article sur quand tu parles de la bataille d'idées pour modifier les fondements de la culture conservatrice, en référence à Gramsci, bien sûr, et sans lequel tout changement de progrès démocratique ne se fait pas s'il n'y a pas justement cette profonde réforme intellectuelle et morale, ce qui implique effectivement des changements dans l'éducation, les écoles, les universités. Et donc, je voulais savoir si tu pensais particulièrement à ça quand tu disais sur ces constructions d'un mouvement populaire par le bas. Oui, c'est une question fondamentale. Nous pensons la question culturelle, la question de la bataille d'idées, surtout dans ces temps où la guerre culturelle posée par les néofascistes, spécialement certains intellectuels d'extrême droite en Amérique latine, en Argentine, par exemple, M. Laje et d'autres, euh, la position de Milei, par exemple, Ouais. la, 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 la pratique de Bukele au Salvador. Cela montre qu'il faut, nous sommes face à une avancée du néofascisme sous d'autres formes, sous d'autres rapports avec les technologies, mais qui est aussi agressif et aussi inhumain que le néofascisme, que le fascisme traditionnel. Et donc, il faut faire face, pas seulement à une question de bataille d'idées simple, mais une question à une bataille d'idées qui essaie de faire échouer la gauche dans ses projets de transformation et d'avancer vers d'autres futurs, des futurs socialistes. Je crois que nous avons à nouveau, comme aux années 30 du siècle dernier, cette confrontation qu'il faut euh, analyser au fond et il faut contrecarrer d'une façon décidée, mais avec des arguments forts également sur l'utilisation, par exemple, de la technologie. Par exemple, notre position sur la question de la sécurité humaine hein, et de la sécurité du point de vue de, 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 de la vision, disons, sécuritaire qui prédomine maintenant dans le capitalisme actuel. Et, mais pour que les gens peuvent se sentir bien dans une société qui essaie d'accéder à la justice sociale, à des conditions d'égalité qui ne sont pas visibles encore. Il faut construire peu à peu avec des difficultés, parfois
qui sont des difficultés de fiscalité, d'argent suffisant, d'inversion sociale qui est nécessaire dans une situation comme la colombienne, par exemple. D'accord, merci. Vincent avait une question et puis ensuite Excusez-moi, Christelle. je fais une toute petite intervention parce qu'on va devoir y aller. Moi, c'est Rustam, je suis un camarade de Seine-et-Marne. Je suis désolé, j'aurais adoré être à l'heure et finalement, on est arrivé 1 heure en retard. Donc, on n'a été là que 10 minutes, mais vraiment, merci à la Fondation Gabriel Péry pour tout ce que vous faites. Même si on ne vient pas forcément aux activités, etc., il y a plein de gens qui trouvent ça très utile. Moi, je lis la newsletter, je lis beaucoup le Silo Mag, qui est super bien. Donc voilà, merci à vous d'organiser ce genre d'événement de qualité et d'entendre. Entendre les camarades de Colombie, c'est super. Vraiment, merci. Désolé qu'on doit s'en aller comme ça, comme des voleurs. Voilà. En tout cas, Merci beaucoup. On espère vous revoir très souvent. la conférence. Les transports et compagnie. Donc, bonne conférence. Par mail, hein. Oui, je suis en contact. Là, c'est. Ça marche. Merci à vous. Pardon. On a aussi 2 questions. Donc, Merci, alors, Margaret. les 2 questions, Vincent, Christelle, et 2 autres questions par chat. D'accord. Bon, on commence par Vincent, le temps qu'on lise. Oui, vas-y, Vincent. Oui, Raïmé, j'avais une question concernant je- l'articulation entre l'expérience colombienne, j'allais dire, de gouvernement de gauche et d'autres expériences de gauche dans la région, euh, au Mexique, au Brésil, en Uruguay, au Chili, etc. Comment est-ce que tu perçois la dynamique régionale? Est-ce qu'on peut parler de dynamique commune? Et si oui, sur quelle base? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Non, les chercheurs, sociologues, sociologistes qui travaillent en Amérique latine, par exemple, notre camarade argentin, Tilio Boron, et d'autres camarades qui sont euh, très liés à la recherche. Ils ont posé l'idée de cycles qui se sont montrés dans le 21e siècle. Un premier cycle de gouvernement démocratique, du progressisme, du progressisme en Amérique latine, qui s'est manifesté dans la première décennie, par exemple, qui ont eu quelques-uns des difficultés fortes. Euh, et ils disent maintenant que nous assistons à un second cycle de progressistes, d'initiatives progressistes qui peut-être sont un peu plus radicales du point de vue de réforme sociale à entamer que dans le premier cycle de ce siècle. Nous sommes en train d'éprouver qu'est-ce qui se passe à ce sujet. Disons que ces expériences en Amérique latine sont, on peut dire, performatives, hein, dans une certaine forme. C'est-à-dire, elles se construisent au fur et à mesure qui surgissent les conditions nouvelles et que les forces populaires se renforcent d'en bas en haut du point de vue des possibilités, de sa capacité, de sa conduction et de son unité. L'unité, c'est fondamental. Donc, je crois que dans la région, il y a cette question des cycles, peut-être, il faut continuer à le voir. Maintenant, il y a une espèce de droite, par exemple, en Équateur, vient d'avoir lieu, a eu lieu aussi au Salvador il y a des années. En Argentine, par exemple, c'est très, très difficile. Mais au Brésil, Lula a réussi d'une certaine manière de retrouver, disons, un peu la voie. Et la question au Chili est un peu en discussion, l'expérience de Boric, qui a déçu un peu une partie importante de la gauche et des intellectuels et du mouvement populaire. Mais bon, nous sommes dans une lutte très forte au niveau continental. Je crois qu'il n'y a pas
je crois que dans l'histoire d'Amérique latine, c'est peut-être des moments historiques les plus importants. Et je crois qu'il faut comprendre qu'ils vont se présenter des situations semblables au moins, analogiques, disons, dans plusieurs autres pays. L'expérience de l'Uruguay, par exemple, avec le Front Large, son retour au gouvernement dans ces conditions. Il faut voir, il faut explorer, il faut chercher tout le temps, il faut être mm, au moment de la vie. Voilà, sur la crête de la vague, comme ça. Toujours voyons un peu plus loin, comme disait le manifeste communiste. Christelle, j'avais une question. Non, mais moi, c'était peut-être pour savoir si tu peux revenir sur la réforme du travail, parce que tu as expliqué que c'était une des principales réformes. Est-ce qu'il y a quand même déjà eu des réalisations obtenues dans les premiers mois du mandat pour améliorer les conditions des populations au travail? Parce qu'on sait que la Colombie part de très loin, notamment sur la question des congés, qui étaient quasi inexistants. Donc, est-ce qu'il y a déjà eu des premiers acquis sociaux? Et tu as parlé donc du blocage au niveau du Sénat et donc peut-être de la volonté de Petro d'aller au référendum pour faire passer cette réforme du travail. Quelles sont ses chances d'obtenir ce référendum, sachant que ça doit aussi passer par un accord du Parlement et du Sénat pour l'organiser? Et on sait que c'est vraiment la question centrale parce que le secteur informel est jusqu'à aujourd'hui encore très important en Colombie et que du coup, ça conditionne aussi la réalisation des autres réformes sociales, de la retraite et de la santé. Parce que si les gens sont dans le secteur informel, il peut pas y avoir de forme de cotisation ou de développement de la protection sociale. Donc, j'aimerais que tu reviennes un petit peu sur ces questions-là. Il y a des choses qui se sont créées de la part du gouvernement surtout dans la protection sociale, hum, face à la forme qu'il y a en Colombie le système de santé qui est tout à fait privatisé, qui est une espèce de, de négoce, qui est une espèce de forme d'accumuler du capital, par exemple. Et puis, il y a des mesures qui ont été prises également en favorisant les conditions de contratation des travailleurs, mais nous ne sommes pas réussis à arriver jusqu'à une réforme vraiment du système de garantie du travail. Et, parce que il y a une opposition très forte du patronat, de la part de- des secteurs capitalistes et transnationaux. Et en Colombie, ils ont une très forte influence à travers le Conseil gremial national et à travers également du dit groupe d'entrepreneurs d'Antioquia. Ce sont des capitalistes très forts, très liés au paramilitarisme, d'ailleurs. C'est un peu sa condition. Mais on n'a pas arrivé à acquérir le changement, disons, du point de vue de la réforme laborale. C'est pourquoi est convoquée maintenant la consultation populaire. Nous allons essayer, nous accompagnons le président et nous sommes en train de mobiliser la population colombienne d'en bas sur la question des garanties élémentaires du point de vue du travail et de la stabilité au travail, de la journée même. Ici en Colombie, on a transgrédé l'idée de 8 heures de travail, 8 heures pour dormir, 8 heures pour faire d'autres choses, qui
a été changé bajo le gouvernement, sous le gouvernement de Uribe et c'est augmenté la journée de travail de 6 heures du matin à 10 heures de la nuit, comme si c'était une seule journée. Aussi, c'était de la plus-value absolue imposée en forçant la situation. Donc, retourner aux conquêtes laborales d'il y a un siècle. En Colombie, il y avait la journée de 8 heures, conquise il y a un siècle. Maintenant, il faut retrouver cela. La législation colombienne n'accompagne pas même les accords de l'Organisation internationale du travail, la OIT. Ouais. C'est-à-dire, nous sommes dans une lutte très forte contre l'intérêt du capital et l'intérêt des transnationaux de maintenir cet état de précarisation comme condition de l'accumulation et comme condition du fonctionnement d'une économie. Donc, c'est la surexploitation, et puis c'est le dépouillement paysan, c'est l'expropriation paysanne et l'expropriation de petites entreprises, de petites propriétaires, etc., et qui continue à être, disons, l'objectif, disons, de l'économie politique que le système néolibéral, maintenant, avec la violence, avec le génocide, a réussi à monter dans le pays. Et c'est pas facile de démonter cela, je vous le dis. C'est une lutte très forte, il faut la continuer à fond. Je crois que cette situation est très exceptionnelle de Colombie, disons, puisqu'ici il y a eu cette guerre continuelle et qui a continué à lo large des années et dont nous voulons maintenant en sortir avec des solutions démocratiques, une voie démocratique à la solution de la paix en Colombie. Nous avons une question dans la salle. Allez-y. Oui, oui. Et Cuba, Cuba qui était longtemps le moteur des changements en Amérique latine, maintenant se trouve dans une situation extrêmement difficile, voire désespérée, avec une administration Trump qui a encore accentué les sanctions contre l'île. Vous avez une question précise, Voilà. Sarah Raimé? Oui, c'était. C'était Il y avait de... la question de même chose dans le chat. Oui, bah, je ne l'ai pas vu, moi. C'est la dernière. Ah, d'accord. Se disait Comment juste. soutenir Cuba? Oui, Oui, c'est ça, quelles sont les relations avec Cuba? Et quelle comment convergence soutenir avec Cuba? Voilà. Les relations avec Cuba. Voilà. Oui. Oui, Oui, bah oui, ils sont Cuba a joué un rôle très accueillis. important. Cuba continue de jouer un rôle très important dans, dans- dans le, dans le continent, mais en particulier face à la Colombie, Cuba a facilité l'accord de paix, a facilité les, les dialogues de paix avec même le ELN tout récemment, et, euh, et elle accompagnait tout ce processus. Et, et réellement, et nous sommes très remerciant de l'attitude de la révolution cubaine, de son gouvernement actuellement. Et les relations diplomatiques sont très étroites. Et, et nous, le président Petro même a demandé aux États-Unis de retirer sur Cuba le signalement comme refuge de Oui, la terrorisme. liste. Voilà, c'est une position solidaire avec Cuba et même dans les conditions de, de cyclones qui ont passé récemment, il y a eu de la solidarité en Colombie comme en Amérique latine et comme dans le monde avec Cuba. Voilà. Alors, il y a deux autres questions dans le chat qui nous sont arrivées. Une qui est une question très, très pratique. Quels moyens de communication avez-vous utilisés pour arriver à l'unification populaire? Et Donc, puis l'autre, Ouais, vas-y. Là, il y a un décalage.
Aujourd'hui, les communications et surtout les moyens de communication sont monopolisés par le grand capital et le grand argent. Et donc, sont l'opposition à Petro, tous les jours, du matin au soir, tout le temps. Donc, ce qu'on a construit du point de vue des communications avec le gouvernement maintenant commence à peine à avoir, commence à peine à avoir étendue, une écoute dans des secteurs populaires. C'était une exigence du premier moment, mais il n'y avait pas les moyens de pouvoir le faire de façon automatique. Mais cela commence maintenant à avoir d'autres formes d'utilisation des réseaux, enfin, des moyens audiovisuels et tout ensemble. Nous avons un journal qui s'appelle VOS. Et le journal, c'est un hebdomadaire, VOS, qui sort régulièrement depuis plus de 60 ans euh, et qui constitue un peu le lien du parti avec beaucoup de mouvements et de régions. Enfin, c'est notre moyen principal de communication avec les masses, mais aussi il y a les réseaux. Surtout les jeunes de la les jeunesses communistes ont créé des systèmes maintenant, même d'une radio via Internet qui, qui fonctionne régulièrement avec des commentaires politiques, hein, comme ça, qui est une façon également d'arriver à être écouté directement par le peuple. Du reste, c'est la bataille. C'est la bataille et c'est l'utilisation des réseaux, que je crois que sont des questions qu'il faut dominer dans les conditions actuelles qui ne sont pas celles de la Russie du 19e de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc, et ça, c'est notre travail maintenant. L'autre question concerne sur quel écho en Colombie du potentiel de résistance en Amérique du Nord à Trump. Je ne sais pas si tu as déjà, vous avez déjà une, Comment, non, je n'ai pas compris. est-ce qu'il y a un écho en Colombie du potentiel de résistance au Trumpisme, à Trump en Amérique du Nord? Donc, je pense aussi en visage de Canada. Est-ce que ça peut aider à... Je vous raconte, bon, il y a une idée très, très mauvaise de Trump dans la population colombienne. Euh, la déportation des Colombiens avec les mains emprisonnés dans des avions qui ont été Ouais. déposés à l'aéroport à Bogota et à d'autres villes a été refoulé par la population. Personne n'a goûté de cela. Et il y a beaucoup de ressentiment contre la, les attitudes de Trump Très bien. depuis sa première étape de gouvernement il y a quelques années et maintenant. Il y a également une autre question, c'est la question du pape qui vient d'être élu au Vatican. Francisco avait une très forte influence en Colombie, surtout en un secteur populaire. Et ce nouveau pape, même s'il est américain, réellement semble être quelqu'un qui continue un peu cette idée sociale qui a appuyé la paix en Colombie. Ça a été l'expérience avec Francisco. Et puis nous espérons que ce pape se prononce d'une façon claire également
dans un pays apparemment très catholique comme est la Colombie. Et cela a de l'influence sur les consciences, le secteur religieux et les croyants en Colombie. Mais la position face aux États-Unis est une attitude qui, qui, qui est très marquée par les différences de classe en Colombie. Les secteurs des oligarchies traditionnelles sont inconditionnels des Ok. États-Unis. Mais ce n'est pas la question dans le reste du peuple et même dans la position anti-impérialiste du pacte historique. Il n'y a pas dans ce sens aucune concession. D'accord. Je vais donner la parole à Louise pour une dernière question. Ouais. Non, mais merci beaucoup. Moi, je reviendrai bien, enfin, que tu reviennes bien sur la base sociale, en fait, de la coalition ou des mobilisations. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des enquêtes sociologiques, mais est-ce que tous les milieux sociaux sont représentés? Dans les milieux populaires, nous, je vois au-dessus, tu vois, il y a deux colloques qu'on a fait, les classes populaires à l'écart du politique et milieux populaires et monde du travail. Et ce que nous disent les chercheurs, c'est que ben, l'un des problèmes auxquels on est confronté, nous, c'est le clivage, les clivages à l'intérieur des milieux populaires qui s'accroît. Est-ce que vous êtes confronté à ces mêmes types de problèmes? Comment vous y apportez comment vous essayez d'y apporter des solutions? Et est-ce que le fait d'avoir gagné comme ça, d'avoir pris le pouvoir, ça permet d'avancer un peu dans une conscience de classe? Bon, disons que les réformes qui ont été posées par le gouvernement Petro, qui, ont- qui font partie du programme du pacte historique, qui font partie du programme du gouvernement, actuellement du plan national de développement du pays, et sont des initiatives qui visent à élargir les bases de la protection sociale, d'améliorer les conditions du salaire, ce qu'on appelle en Colombie le salaire digne, un peu d'améliorer les conditions salariales de- du salaire minimum qui est une des formes de rémunération les plus étendues dans le pays. Et, la question des retraites qui a été assez débattue, qui, qui a- a- va être mise en fonctionnement. Et je pense que le mois prochain, théoriquement, est programmé que cela commence à fonctionner. Mais ce qui est dans la base de ce changement de la politique de pension, de retraite, et la, la création d'une espèce de salaire minimum pour Mhm. les gens qui n'ont jamais cotisé pour la sécurité sociale, ni pour la pension, ni pour la retraite. Donc, c'est une question qui est en train de toucher des secteurs très appauvris de la population colombienne. Et cela va avoir des conditions et des résultats importants du point de vue de l'appréciation de ce qui s'est passé au long de ce gouvernement. Du reste, dans la question de santé, seulement quelques décrets, quelques mesures qui ont été prises. Dans la question laborale, je le dis de nouveau, c'est la consultation populaire, c'est la confrontation que nous avons à avoir sur cette question qu'il faut suivre. Il faut suivre de près parce que nous croyons que va être quelque chose de très important. Ça serait, avec la réforme agraire, comme je l'expliquais, Hmm. la, un des pas les plus importants de ce gouvernement. Il y a une date à peu près pour cette consultation populaire, elle est déjà arrêtée Elle doit être approuvée en principe par par le Sénat. le- mais Et qui la aujourd'hui, bloque. on débat au Sénat et au Parlement sur la question il y a le risque que le Sénat n'approuve pas
recherche avec les amis avocats et juristes la possibilité que le président puisse convoquer, s'il n'y a pas l'approbation, Par approbation du gouvernement, du Parlement. mais il peut y avoir d'autres obstacles, plus ça va, mais en ce moment, c'est une décision. C'est une décision d'activer la mobilisation, l'organisation populaire et la pression de tous côtés pour essayer de arriver à avoir au moins des choses élémentaires qui sont les 12 questions qui sont posées dans cette consultation. Il y a 12 questions qui sont posées et qui ont à voir surtout avec des revendications plus élémentaires, telles que j'ai exprimé tout à l'heure, des choses qui avaient été gagnées il y a un siècle et qui ont été euh, hum, quittées, disons, euh, euh, qui ont Perdu. été perdues parce qu'elles sont finies aux mains des gros capitalistes et des transnationales. Merci Jaime, un grand, grand merci pour tout cet éclairage, pour Peut-être juste pour terminer, rappeler pour tous ceux qui nous suivent en direct et qui nous regarderont en différé que d'abord la vidéo sera disponible, que ton article ainsi que bien d'autres se retrouvent dans le numéro 420 de La Pensée. Il y a régulièrement des articles sur les questions internationales. On peut se le procurer en français, imprimé sur le site de la Fondation Gabriel Péri, ainsi que s'abonner, et aussi sur la plateforme Kern, où la version originelle de l'article de Jaime en espagnol est disponible, comme celle en français, et pour les étudiants, en passant par vos bibliothèques universitaires, vous y avez accès, et c'est à la charge des universités. Merci. merci Jaime.